Bonsoir à toutes et à toutes, donc chronique numéro 189. Et comme cette page l'illustre, je vais essayer de définir un petit peu ce que peut être le socialisme, alors une esquisse un peu globale, teintée de réflexion. On pourrait peut-être imaginer ce que serait finalement, après toute cette décade, toute cette décennie historique, ce que pourrait être le socialisme. Alors certains se posent la question en se disant, est-ce que le socialisme ne signifie-t-il pas que le gouvernement possédera et fera tout? C'est ce que le plus souvent on entend d'une façon caricaturale. Alors on peut dire que par exemple les socialistes modernes pourraient avoir l'idée de ne pas vouloir une bureaucratie gouvernementale toute puissante et également ne pas vouloir que les grandes entreprises bureaucratiques contrôlent, je dirais, notre société. J'irais même dire que il faudrait réfléchir sur les décisions sociales et économiques qui devraient être prises par ceux qu'elles affectent le plus. Aujourd'hui, des dirigeants qui ne répondent qu'à eux-mêmes et à quelques rares actionnaires riches prennent, ma foi, des décisions économiques élémentaires qui touchent des millions d'individus, qui impactent finalement au fond l'ensemble des sociétés. Alors les ressources, bien entendu, sont utilisées pour gagner de l'argent, pour les capitalistes, plutôt que pour répondre aux besoins humains. Et je pense que les travailleurs et les consommateurs affectés par les institutions économiques devraient les posséder et, je pense, à mon sens, les contrôler. Pour ce qu'il en est également de la propriété sociale, qui peut revêtir, je dirais, de nombreuses formes, telles par exemple des coopératives appartenant à des travailleurs ou des entreprises publiques gérées par des travailleurs, voire même des représentants de consommateurs. Nous avons aujourd'hui effectivement pas mal de, je dirais, d'agriculteurs ont compris qu'ils se faisaient spolier par les intermédiaires, à savoir les grandes distributions, et que le fruit de leur travail était revendu des fois le double et le triple aux consommateurs. Et bien entendu, je dirais que cette nouvelle forme de socialisme pourrait être, du moins les socialistes pourraient être favorables à une décentralisation maximale, alors que, je dirais, les fortes concentrations de capital dans les industries telles que l'énergie et l'acier peuvent nécessiter une forme de propriété de l'État. Il y avait eu des travaux qui étaient faits par des intellectuels yougoslaves à ce niveau-là, mais malheureusement, la guerre a stoppé, enfin la guerre, l'agression de la Yougoslavie n'a pas permis de pouvoir continuer dans cette direction. Alors bien entendu, de nombreuses industries de biens de consommation pourraient être mieux gérées sous forme de coopératives. Finalement, redonner un peu de pouvoir au local. Et je pense que ceux qui veulent effectivement le social, voire le socialisme, on sait que l'idée a été longtemps rejetée, que toute l'économie devait être planifiée de manière centralisée, ce qui a malheureusement pas fonctionné, et bien qu'on peut croire que la planification démocratique peut influencer d'importants investissements sociaux tels que le transport en commun, le logement et l'énergie, des mécanismes de marché qui sont nécessaires pour déterminer la demande de nombreux biens de consommation. Alors, la question que souvent j'entends, oui, mais enfin, le socialisme a été discrédité par l'effondrement du communisme en URSS, voire même dans toutes les démocraties populaires, et plus particulièrement en Europe de l'Est. Souvent, ces reproches sont l'inconscience de propagande répétée dans les pays de l'Ouest, et les gens, finalement, l'ignorent complètement. Alors, bien entendu, beaucoup de socialistes je dirais, étaient parmi les critiques les plus sévères, voire même à l'intérieur de ces États communistes, en critiquant un certain glissement peut-être
autoritaire ou une sclérose du système par des individus au pouvoir n'ayant plus finalement foi dans le développement du socialisme, n'étant que finalement au fond des apparatchiks de gestion. Alors ce n'est pas parce que leurs élites, je dirais bureaucratiques, les ont appelés socialistes, bien qu'ils le soient originellement, et que malheureusement cette sclérose a eu raison, et pour différents facteurs aussi extérieurs. Alors c'est pas parce que effectivement d'autre part certains régimes ont été taxés ou de démocratie populaire, on, on peut considérer aujourd'hui qu'il faut effectivement revoir un petit peu notre copie concernant, je dirais, les fameuses structures de ce qu'on pourrait qualifier comme État-parti au pouvoir de ces sociétés, tout comme certaines classes dirigeantes des sociétés capitalistes. Alors même si on peut, je dirais, considérer qu'il y a des petites avancées dans certains pays, puisqu'ils ont pris conscience que l'Occident tout-puissant, finalement, n'a pas voulu leur bien, a su les coopter au nom de la liberté de marché qui s'est fini en cauchemar de la dictature du capital. On peut regarder aujourd'hui que finalement tout cela a tourné en rivalité ethnique et finalement avec de nouvelles formes d'autoritarisme, je dirais de démocratisme de marché ou de dictature du capital. Alors de plus, il faut savoir que cet essai du communisme, puis sa chute, ne devrait pas nous aveugler face aux injustices que nous voyons se développer tous les jours, et nous ne pouvons permettre tout radicalisme soit rejeté, assimilant effectivement à des conceptions de type propagandiste. Bien entendu, cette suppression de la dissidence et de la diversité compromet, je dirais, la capacité dans le monde, voire en Europe, particulièrement en France, à tenir la promesse d'un socialisme d'égalité des chances, sans parler de la liberté, la vraie liberté de s'organiser selon des règles, je dirais, du commun. Alors bien entendu, les entreprises privées semblent être un élément permanent. Alors finalement, au fond, comment œuvrer pour une certaine forme de socialisme, me semble-t-il? Alors, à court terme, il faut être réaliste, hein, et ne pas rentrer dans une certaine utopie stupide. À court terme, nous ne pouvons pas éliminer les sociétés privées, hein. Nous pouvons les soumettre à un plus grand contrôle, je dirais, démocratique. Le gouvernement, par exemple, pourrait utiliser des réglementations et des incitations fiscales pour encourager, je dirais, les entreprises à agir dans l'intérêt public, voire même à interdire les activités destructrices telles que l'exportation d'emplois vers des pays à bas salaire, la pollution de notre environnement, et même, je dirais, la pression publique qui peut également jouer un rôle crucial dans la lutte pour responsabiliser les sociétés. C'est ce que finalement, au fond, a compris Emmanuel Macron, et c'est une des raisons pourquoi il joue la course contre la montre. Alors surtout, il faut bien penser que les socialistes aujourd'hui doivent se tourner vers des syndicats pour rendre les entreprises privées plus responsables. Malheureusement, il faudrait revoir aussi le syndicalisme qui aujourd'hui, malheureusement, et je le déplore, n'est plus qu'un syndicat d'intérêt, négociant avec le patron pour ses propres, je dirais, ses propres deniers, et vociférant dans l'air et bon à griller des saucisses. Bon, ceci c'est pour la petite boutade. Alors certains se posent la question, est-ce que effectivement le socialisme ne serait-il pas impraticable parce que les gens ont perdu leur motivation de travailler? Ça c'est souvent l'exemple que les adorateurs du
adore Capital, où les adorateurs du capitalisme ont tendance à nous expliquer en nous disant que effectivement la motivation n'est plus, puisque les gens deviennent des entités de fonctionnement ou de fonctionnalisation. Alors moi je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce genre d'hypothèse, puisque de toute façon c'est une hypothèse venue du monde capitaliste, que certains faisant partie de l'open-prolétariat ou même du prolétariat, aujourd'hui au nom du crédit et je dirais de la fascination des hautes technologies, répètent sans cesse sans en comprendre réellement les essences. Donc, je dis bien que c'est une hypothèse capitaliste selon laquelle la faim ou l'avidité sont les seules raisons pour lesquelles les gens travaillent. Je dirais que non. Les gens apprécient leur travail, si celui-ci a un sens, bien entendu, et améliore leur vie, ce qui est une évidence. Ils travaillent par sentiment de responsabilité envers leur communauté et leur société. Bien qu'un objectif à long terme du socialisme soit d'éliminer tous les types de travail, sauf les plus agréables. Donc, je reconnais qu'il restera longtemps des emplois peu, je dirais, attrayants. Il faut en être conscient. Pardon. Je dirais que cette tâche serait répartie entre le plus grand nombre de personnes possible, plutôt que répartie sur la base de la classe, de la race, de l'ethnie ou du sexe, comme le sont sous le capitalisme. Et ce travail indésirable devrait être parmi les meilleurs, je dirais pas les moindres, les travaux récompensés au sein de l'économie. Pour le moment, il incombe à l'employeur de rendre le travail souhaitable en augmentant les salaires, en offrant des avantages et en améliorant l'environnement du travail, ce qu'on appelle les conditions de travail. Bref. Bon. Alors, le grand problème, c'est qu'effectivement, certains se posent la question en se disant, mais pourquoi n'y a-t-il pas de modèle de socialisme démocratique? Alors, bien qu'aucun pays n'ait pleinement institué le socialisme démocratique, il ne faut pas se mentir, hein, les partis socialistes et les mouvements ouvriers et d'autres pays ont remporté, certes, de nombreuses victoires pour leur peuple, mais on ne peut pas tirer des enseignements de l'état social global maintenu, par exemple par les Suédois, du système de santé national au Canada, du programme national de garde des enfants en France et des programmes d'alphabétisation du Nicaragua. On peut tirer des enseignements, des efforts entrepris ici, je dirais, même dans les pays les moins, je dirais, les moins sensibles à la corde sociale, tels que par exemple les États-Unis, où effectivement il y a des centres de santé communautaires créés par le gouvernement depuis, je dirais, les années 60, pour ne parler que les États-Unis. Je vous renvoie aux chiffres de l'OCDE là-dessus. Alors, certains disent et vantent effectivement que l'expérience sociale démocrate européenne aurait peut-être échoué. Bon, alors je dirais que grâce à la politique menée par des individus respectueux de leurs croyances et sincères, de nombreux pays d'Europe du Nord jouissent d'une énorme prospérité, d'une relative, je dirais, égalité économique. Et ces pays ont utilisé leurs richesses relatives pour assurer un niveau de vie plus ou moins acceptable à leurs citoyens. Salaires élevés, soins de santé, éducation subventionnée, même si aujourd'hui on est en train de faire marche en arrière. Plus important, je dirais encore, certains partis ont soutenu des mouvements syndicaux puissants qui sont devenus des acteurs centraux du processus de décision économique. Mais je dirais même avec la mondialisation du capitalisme, l'ancien modèle social devient de plus en plus difficile à maintenir. La concurrence féroce exercée par les marchés du travail à bas salaire dans les pays en développement et la crainte constante, je dirais que le secteur s'efforce d'éviter les taxes et une réglementation stricte du travail ont réduit, mais n'ont pas absolument pas éliminé, la capacité des pays à lancer seuls une réforme économique ambitieuse. Alors la réforme, je dirais, sociale, doit
maintenant avoir lieu au niveau international. Les sociétés multinationales, qui elles aujourd'hui ont compris l'importance du fait de la globalisation, doivent être soumises à des contrôles démocratiques. Et les efforts de syndicalisation des travailleurs doivent aller au-delà des frontières. Malheureusement, c'est là leur grande force, c'est que il n'y a pas de mouvement international qui, au même titre, qui serait le réceptacle ou je dirais l'opposé de cette conception des sociétés multinationales. On peut même dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, le socialisme est un mouvement international, puisque tous les pays aspirent au social. Et ça, tous les socialistes l'ont toujours su, hein, bien que, il faut être honnête, le bien-être des travailleurs, que ce soit en Finlande, ou en Californie, ou en Allemagne, ou même en Russie, effectivement, dépend en grande partie, je dirais, des normes en vigueur. Bon. Alors, en conséquence, je pense qu'on doit œuvrer en faveur de réformes capables de résister au pouvoir des multinationales et des banques mondiales, et nous devons nous battre, je pense, pour un autre ordre qui ne soit pas contrôlé par les banquiers et les patrons. Alors, effectivement, là où le problème se pose, c'est que si tant de gens comprennent mal le socialisme, certains se disent, bon, bah écoutez, c'est pas la peine de continuer, nous avons un capitalisme, on va essayer de le rendre à visage humain. Alors ce que je voudrais dire, c'est que premièrement, j'appelle socialiste parce que conscient que l'individu est un être social, et deuxièmement, peu importe, hein, on peut appeler les conservateurs, l'utiliseront, je veux dire aujourd'hui, puisque les gens se réclament de droite, peuvent être contre cela. L'antisocialisme a été utilisé à plusieurs reprises pour attaquer des réformes qui transfèrent le pouvoir à la classe, je dirais, la classe laborieuse, et s'éloignent du capital des entreprises. Donc aujourd'hui, il faut, à mon sens, un véritable changement, et ce changement ne peut se passer que dans la conscience et la prise de conscience des individus et finalement une conscience de classe. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais essayer de porter une petite esquisse de réflexion, sans grande envergure, mais qui a au moins l'avantage de se mettre, je dirais, en place. Et je ferai d'autres petites réflexions comme ça sur le socialisme, de ce qu'il peut être aujourd'hui dans la mondialisation, tout en conservant effectivement, je dirais, un certain patriotisme national et social. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.